Bienvenue à Bruxelles pour ce 299e numéro de la Faute à l'Europe. Nous sommes en l'an 4. Après le Brexit, une écrasante majorité des Britanniques considèrent que cette sortie a été un échec. Toute l'Europe a compris que quitter l'Union européenne dans un monde globalisé était un pari très risqué. Toute l'Europe, non. Car un petit parti peuplé d'irréductibles souverainistes résiste encore et toujours à l'envahisseur européen, le chef de l'UPR, l'Union populaire républicaine, que l'on voit apparaître à chaque élection en France. Et parmi nous, bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être venu à nous, ici, au Parlement européen. Vous espérez pouvoir siéger ici prochainement? Oui, il faut dépasser 5%. J'aimerais bien que nous ayons quelques députés pour faire pour la France ce que Nigel Farage a fait pour le Royaume-Uni. Alors, vous êtes encore farouchement favorable au Frexit, une sortie de la France de l'Union européenne. Vous êtes un des derniers, là, en France. Oui, mais le fait que l'on soit un des derniers ne prouve qu'une chose, c'est le fait que la scène politique française est de plus en plus verrouillée et totalitaire, en fait. Parce que si je reprends les sondages récents qui ont pu être faits, un sondage Eurobaromètre de 2022, il n'y a que 32% des Français qui ont encore confiance dans les institutions européennes. C'est le pays le plus défiant vis-à-vis de l'Union européenne. Et bien, un sondage récent aussi sur les partisans du Frexit en France, plusieurs sondages montrent qu'il y aurait entre 30 et 40%, en fait. Et même, je vous rappelle que Emmanuel Macron lui-même s'étant rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait dit « Et s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qu'il se passerait ?» Et le jeune président de la République, Macron, avait répondu « Je pense que le Frexit l'emporterait ». Donc ce qui n'est pas normal sur la situation française, si vous voulez, c'est qu'il y a peut-être 30, 40, peut-être même plus de 50% des Français qui sont en faveur du Frexit et le débat en fait, est interdit. Je vous remercie de m'inviter, mais vous savez que depuis, par exemple, 7 ans, je n'ai jamais été invité sur la quasi-totalité des grands médias français. Ça n'est pas normal. Ben voilà, nous, on cherche à donner la parole à tout le monde. Bonjour, Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante de l'Opinion, et Jean Quatremer, correspondant de Libération. Alors, c'est quand même assez, finalement, étonnant, ironique que ce soit nous qui vous invitions, parce qu'on va détendre l'atmosphère tout de suite. Moi, je me dis, bon, voilà, c'est la faute à l'Europe, on donne la parole à tout le monde, parce que sinon, on nous traite à longueur de tweets d'affreux européistes. Mais en fait, vous deux, vous avez quand même, on va dire, un différend, un petit litige qui vous êtes retrouvés devant les tribunaux. Parce que, si j'ai bien compris, Jean vous a traité l'UPR de secte, dont vous êtes le gourou, en clair, et vous avez intenté un procès à Jean. Oui, parce que vous avez perdu. J'ai perdu, mais ça, le fait que j'ai perdu ne change rien au fait que nous avions raison. Une secte... Voyons, non, mais c'est extraordinaire. Attendez, laissez-moi parler. Une secte, ça ne change rien au fait qu'on avait raison. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est-à-dire que pour vous, vous avez toujours raison. C'est la définition de ce qu'est une secte. Non. Parce qu'une gourou a toujours raison. Non, une secte, ça a été défini par l'ami Vilude. Une secte, normalement, c'est une organisation qui a pour effet premier, qui est caractérisée par 3 choses. Avoir un gourou à sa tête. C'est vous. Qui peut dire tout et son contraire, et ses adeptes doivent suivre le gourou. Ouais. Or, moi, je ne dis pas tout et son contraire. Depuis 17 ans, je dis la même chose. Deuxièmement, le gourou doit être intéressé par l'argent. Excusez-moi, compte tenu des études et du début de carrière que j'avais fait, normalement, j'aurais dû être à la tête d'une grande banque française, je gagnerais 200 fois ce que je gagne actuellement. Et troisièmement, une secte affaiblit le sens critique de ses adeptes. Or, s'il y a bien un mouvement politique qui ne cesse que d'apporter des éléments pour critiquer la situation, c'est bien... On ne va pas refaire... En revanche... On ne va pas refaire le procès. Mais Jean, pourquoi vous aviez traité François Asselineau de gourou à la tête d'une secte? Parce que c'est à partir du moment où on parle d'Europe, vous avez tous les adorateurs de l'UPR qui s'abattent sur les comptes Twitter. En l'occurrence, c'était à propos de Twitter à l'époque, et pour défendre le Frexit. Et dès que les gens de l'UPR interviennent, la seule chose qui sort, c'est Frexit, Frexit, Frexit. Et alors, donc j'avais dit, hop, c'est une secte, mais vraiment sans comme ça. Je veux dire, c'est Twitter. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il me poursuit. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle les procédures bâillons. C'est-à-dire, au lieu de mener un débat politique, c'est-à-dire que François Asselineau aurait pu me répondre et on aurait pu débattre, il va devant la justice. Moi, ça a coûté à mon journal un avocat. J'ai perdu une journée. J'ai
technique pour intimider les médias et pour les dissuader. Voilà. Et moi, j'étais au procès. Et François Asselineau n'était pas là. Donc moi j'étais là, j'étais par respect pour la Cour, parce que j'ai un respect des institutions que vous n'avez pas, et vous n'étiez pas là. Et vous avez perdu, mais dans les grandes largeurs. Ça a été un grand moment, novembre 2011, et c'était un grand moment pour moi. Voilà. Vous n'avez d'ailleurs pas fait attention. Bon, écoutez, je vous propose en tout cas de reprendre le cours de cette émission et de revenir sur le pas en arrière opéré par les autres partis politiques eurosceptiques en France par rapport au Frexit. On fait le point avec le bureau de France Télévisions ici à Bruxelles. Quitter l'Union européenne, abandonner l'euro pour le franc, c'était les deux mesures phares du RN il y a 10 ans. Mais depuis, le Brexit est passé par là et a douché un peu les ardeurs de Marine Le Pen, d'autant que 3/4 des Français sont attachés à l'Europe. Aujourd'hui donc, Jordan Bardella a totalement abandonné l'idée d'un Brexit, mais il souhaite garder l'euro. Quant à la Commission européenne qu'il fallait supprimer, le RN veut finalement la conserver en la privant d'une partie de ses pouvoirs. À la place, le RN veut créer une Europe des nations souveraines. L'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, serait réservé aux seuls ressortissants européens. La France aurait la liberté de rétablir ses frontières et pourrait appliquer la préférence nationale pour l'attribution des marchés publics. Mais ce projet d'Europe à la carte aboutit à un détricotage de l'UE telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pour cela, il faut l'accord unanime des pays européens, ce qui est loin d'être gagné. Et déjà, les partenaires avertissent qu'une telle entorse au projet européen reviendrait à marginaliser la France. De son côté, le RN affirme vouloir s'entendre avec les autres forces nationalistes du vieux continent afin de changer l'Europe de l'intérieur. Mais au Parlement, l'extrême droite est divisée en deux groupes et ne pèse donc pas sur les décisions. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. François Asselineau, finalement, vous êtes vraiment l'un des derniers, là. Mais vous savez, excusez-moi de faire des comparaisons désagréables, mais tous les régimes totalitaires ont toujours verrouillé toute opposition. Ce n'est pas parce que de plus en plus de partis sont revenus et sont maintenant dans le mainstream. Le régime totalitaire, c'est l'Europe ou c'est la République française pour vous, là, maintenant? Ce qui se passe en ce moment en France. Ah, d'accord. Ce qui se passe en France, c'est que si vous êtes contre la construction européenne, eh bien, vous n'avez plus accès à rien. Vous êtes complètement invisibilisé. Je suis désolé, ça rappelle furieusement des régimes dictatoriaux. Bon, quand même, aujourd'hui, Jade, les Britanniques, ils ne sont que 22% à considérer que le Brexit a été une bonne chose. A priori, ils ont compris. C'est probablement pour ça qu'en France, vous avez de moins en moins de personnes, et notamment on pense au Rassemblement national, qui défendent le Frexit. Parce que la principale chose qui a changé ces dernières années, c'est qu'on a eu un peu la preuve par l'exemple, avec le Brexit, de toutes les difficultés qu'ont rencontrées les Britanniques, notamment l'inflation qui a explosé au Royaume-Uni, donc il y a vraiment une crise du pouvoir d'achat là-bas. Sur l'immigration, c'était un énorme argument de la campagne pour le Brexit. Au final, il y a une augmentation des arrivées illégales. Il y a une charge de la bureaucratie qui a explosé pour les PME. Sur l'inflation, a priori, la livre, ils avaient déjà leur indépendance sur ce plan-là. Ils ne faisaient pas partie de la zone euro. Mais ils ont quand même je pose la question. Ils ont quand même eu une crise de l'inflation plus forte que ce que nous, on a vécu, qui était déjà assez fort. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de défendre le Frexit parce que on voit bien tous les jours les difficultés que rencontrent les Britanniques depuis qu'ils sont sortis. Et on voit bien comment chez eux, maintenant qu'ils l'ont fait, l'opinion a changé. Donc comment défendre ça en France maintenant alors qu'on a bien vu que ça ne marchait pas outre-Manche? Est-ce que je peux répondre vous allez pouvoir répondre. Le Frexit, ça ne vend plus, en fait. C'est aussi pour ça que le RN est revenu en arrière. C'est pas seulement le Frexit, c'est dans tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que le totalitarisme serait, comme dit M. Asselineau, partagé par l'ensemble des États membres. Tous les partis d'extrême droite ou de droite populiste, maintenant, ne veulent plus sortir de l'Union européenne. Ce qu'ils veulent, c'est changer l'Union européenne de l'intérieur. C'est ce qu'a théorisé Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Parce qu'ils se sont aperçus que les opinions publiques ne suivaient pas. Il y avait une sorte de plafond de verre qui faisait que ça leur interdisait le pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils passent, ils n'hésitent pas encore. On voit bien le Rassemblement national, on ne sait pas trop. Mais l'exemple le plus incroyable, c'est Fratelli d'Italia. Toute la campagne électorale de Giorgia Meloni, ça a été « oui, nous allons organiser un référendum pour sortir de l'euro, pour sortir de l'Union européenne ». À peine arrivée au pouvoir, elle se comporte à Bruxelles comme une élève modèle, non seulement auprès de ses camarades européens, mais auprès de ses camarades de l'Union, de l'Alliance Atlantique. Donc, on voit bien ils sentent bien que les opinions publiques ne sont pas prêts à faire ce pas grâce à nos amis britanniques. Et le député européen et tête de liste RN, Jordan Bardella, qui, au lancement de sa
sa campagne, il a jugé utile de revenir sur la volte-face du RN au sujet du Frexit. Sur notre vision européenne, qu'on ne se méprenne pas, nous ne sommes pas pour le Frexit, ni public, ni caché. Précisément parce qu'on ne quitte pas la table du jeu quand on est en train de gagner la partie. Que les idées de tous soient bien claires, nous ne sommes pas contre l'Europe, mais contre l'Union européenne. Voilà, le RN, nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Vous, à l'UPR, vous êtes pourquoi, contre quoi? Nous sommes pour la souveraineté nationale, donc nous sommes pour la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Je dément formellement ce que l'on dit sur la situation au Royaume-Uni. Ce n'est pas mirobolant. Mais il est assez extraordinaire que l'on nous dise que le Brexit n'a pas marché sur la foi de quoi? De sondages qui sont faits par un seul organisme qui s'appelle Opinium, avec un monsieur qui est à la tête, qui est en fait aux États-Unis. C'est pas que les sondages, c'est l'inflation. Mais non, justement, si vous voulez, le taux de chômage au Royaume-Uni est moitié moindre qu'en France. Le taux de croissance au Royaume-Uni est supérieur à celui de la France. Les déficits commerciaux et les déficits de la balance des paiements au Royaume-Uni est inférieur à celui de la France. La dette publique au Royaume-Uni est inférieure à celle de la France. Donc je n'ai pas dit que le Royaume-Uni c'était mirobolant. Du reste, nous proposons la sortie de l'OTAN, alors que le Royaume-Uni, le Brexit, est dans le cadre de l'OTAN. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est totalement faux de dire que les Britanniques se mordent les doigts du Brexit. Si c'était vrai qu'ils organisent un nouveau référendum, ils ne le font pas. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que, contrairement à une légende urbaine que M. Jean Quatremer reprend à son compte, le Front National n'a jamais proposé la sortie de l'Union européenne. J'offre ici une caisse de 6 bouteilles de champagne à la première personne qui me produira une profession de foi du Front National depuis 40 ans, disant qu'il faut sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas exact. Et ce que nous reprochons à M. Bardella, à Mme Méloni, etc., d'une part, c'est d'être d'extrême droite, alors que je rappelle que notre mouvement politique se situe, comme le Conseil national de la résistance, au-dessus du clivage droite-gauche. La meilleure preuve étant d'ailleurs que la liste que nous allons présenter le 9 juin aux Européennes comporte quelqu'un qui a été sénateur apparenté PS, puis PC et vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui nous a ralliés. Et nous avons beaucoup de gens de gauche qui nous rallient. Donc ça, c'est un point fondamental. Et deuxièmement, ce que nous disons, c'est que si M. Bardella, si Mme Méloni sont présentés devant les médias, c'est parce que ce sont des faux opposants. Parce qu'ils n'ont pas l'analyse précise que nous avons sur les conséquences exactes de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. À ceux qui sont capables de vous dire quand ou comment le FN, à l'époque où le RN a demandé ou a souhaité la sortie de l'Union européenne, c'est une caisse de champagne à la première personne. Juste à la première. Oui, je peux même dire à tous ceux qui le message est passé. Attendez, j'ai bien dit, hein, en tout cas, une profession de foi envoyée aux électeurs. Ah oui, d'accord. Où il en est question. Ah oui, d'accord. Il y avait une note de bas de page. Non, vous évoquiez tout à l'heure l'Eurobaromètre de 2022 parce que les chiffres vous arrangeaient, mais quand on regarde l'Eurobaromètre de 2023, les Européens ont tendance à déclarer que leur pays a bénéficié assez largement de l'Union européenne. En Irlande, par exemple, 93% déclarent que leur pays en a profité, 70% en France et en Allemagne. Voilà, donc les deux pays. L'Autriche, 55%, l'Italie, 57%, qui sont a priori en bas du classement, mais c'est quand même plus que c'est la majorité, en tout cas, de ces populations. Il y a quand même un consensus en Europe autour de la question, sur le fait qu'on a bénéficié de l'Europe. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous avez des médias qui ne sont pas libres de débattre sur ces questions. Bah là, on est libre. Non, là, je suis comme d'habitude face à 3 personnes qui sont en faveur de la construction européenne. Et je suis tout seul. Donc, on n'a pas de débat approfondi. Plutôt que de sortir des sondages, il faudrait sortir des données macroéconomiques, il faudrait sortir des bilans. Quel est le bilan? On nous a expliqué il y a encore 20 ans que l'Union européenne avait pour vocation de faire contrepoids aux États-Unis d'Amérique et à la Chine. On voit que les États-Unis d'Amérique et la Chine sont en train de tirer les marrons du feu et la France et l'Europe ne cessent de s'enfoncer. Par exemple, vis-à-vis de la Chine. Donc, tout ce qui avait été... Sur le bilan, vous soulignez le fait qu'il faut faire des bilans, etc. Et je pense que c'est un point capital, c'est que quand on parle du Frexit, quand les défenseurs du Frexit en parlent, vous ou le Rassemblement national, c'est toujours quelque chose d'abstrait et en tant que responsable politique, on a le droit de prôner des changements. Simplement, je pense qu'il faut être honnête avec les électeurs sur le fait que c'est des changements majeurs et dire quelles seront les conséquences. Et donc on en parle toujours de manière très abstraite, mais on voit bien avec le cas du Royaume-Uni
que c'est un changement majeur. Enfin, les fonctionnaires ont travaillé dessus pendant des années. C'est quelque chose qui mobilise tout le pays, qui va impacter toutes les politiques publiques, qui a des conséquences énormes et donc des risques forcément. Et ce qui frappe avec le Rassemblement national, c'est qu'avant, il disait... le soir du Brexit, Marine Le Pen disait « c'est un moment de joie pour les Britanniques, il faut faire la même chose en France ». Donc c'est ça qu'elle disait, il faut organiser un référendum. Et maintenant, ils disent « nous ne défendons plus le Frexit ». Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu de mea culpa, entre guillemets, du Rassemblement national, de moment où ils disent « bon bah, nous, en tant que responsables politiques, on a défendu le Frexit ». Et tout d'un coup, pourquoi on ne le défend plus? Attendez, laissez-moi finir. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait mené la France à un échec? Et c'est quand même important. S'ils avaient été élus à l'époque, ils l'auraient fait. Et du jour au lendemain, ils disent « ah mais en fait, on ne veut plus le faire ». D'accord, mais si on avait voté pour vous, ce serait passé. Donc si on vous fait confiance maintenant, est-ce que demain, vous allez changer d'avis et nous mener à la catastrophe? C'est ça qui est inquiétant. François Asselineau. Attendez, il y a un moment à partir duquel il faut prendre la hauteur de vue. Bon. Quand vous regardez l'indice de développement humain, l'indice IDH, calculé par le Programme des Nations Unies pour le développement de l'Organisation des Nations Unies, quels sont les pays les plus développés du monde? Selon c'est un critère, c'est multicritère, c'est le PIB par habitant, c'est l'espérance de vie à la naissance, c'est la participation des femmes, notamment à la vie publique, etc. Vous avez, selon ce critère, les 3 pays les plus développés du monde, c'est la Norvège, la Suisse et l'Islande, c'est-à-dire les 3 pays d'Europe qui, justement, ne sont pas entrés dans l'Union européenne. Donc l'idée selon laquelle il faudrait absolument se fusionner... Peut-être parce qu'ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin, parce que précisément, ils avaient des hydrocarbures, etc. Il faut arrêter avec ça. La Norvège est dans l'Union européenne de facto, parce qu'elle est dans l'espace économique européen, et la Suisse est liée à l'Union européenne par environ une centaine d'accords bilatéraux. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait le Royaume-Uni? Elle est en train de négocier le modèle suisse, puisqu'elle rentre petit à petit dans les politiques de l'Union européenne, parce qu'elle se rend compte qu'elle en a besoin. La Norvège, comparant à la France, c'est bien connu, les réserves pétrolières et gazières françaises font envie à la planète entière. La Suisse, c'est le coffre-fort du monde. Si vous prenez ce modèle-là pour la France, effectivement, c'est-à-dire qu'on va devenir le paradis fiscal du monde, ben on n'est pas sorti de l'auberge. L'Islande, 300 000 habitants, comparé à un pays de 67 millions d'habitants, qui a la force nucléaire, qui doit faire face à des menaces, la Russie, en Afrique, etc. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez des exemples, c'est des exemples qui en aucun cas ne peuvent se comparer. La Norvège qui applique toutes les règles européennes sans avoir voix au chapitre à Bruxelles, parce qu'il n'y a pas de commissaire européen, pas de député européen, rien. Ça, c'était encore une fois, c'est de la propagande. Ce qui est dit est faux. Il y a effectivement un certain... Ah bon, c'est faux? Oui, c'est faux. Oui, par exemple, la Suisse ne s'est pas alignée sur la politique étrangère vis-à-vis de la Russie et sur l'Ukraine. Ah, la politique étrangère, oui. Mais sur le marché intérieur, oui. La Norvège est un pays qui est resté justement neutre et qui est, par exemple... c'est la Russie, alors. Attendez, sur l'affaire du Moyen-Orient, par exemple, les accords qui avaient eu lieu entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, c'était bien les accords d'Oslo. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont restés en dehors de cet impérium. La construction européenne, en fait, est une vassalisation mais dans l'Alliance Atlantique. La réalité, c'est celle-là. La Norvège est dans l'Alliance Atlantique. Laissez-moi pas. La Suisse n'est pas dans l'Alliance Atlantique. Il y a une question auquel vous n'avez pas répondu, c'est est-ce que, selon vous, c'est sans risque, le Frexit? Est-ce qu'il y a des risques ou pas à le faire? Il y aura des problèmes quand on sortira de l'euro, ça c'est tout à fait exact. Mais vous savez, vous croyez qu'il n'y a pas de risque à rester dans l'euro? Vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment? Vous avez vu l'envolée des dettes des pays du Sud. Mais ce risque est acceptable? Non, il n'est pas du tout acceptable. En ce moment, la dette française, elle est désormais hors contrôle. Et vous savez ce qui est en train de se passer? C'est la faute de l'euro, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter très fortement. Ça veut dire que le prix des obligations est en train de baisser. Et donc les grands fonds style BlackRock qui ont pu acheter de la dette sont désormais extrêmement inquiets. On va sans doute avoir une nouvelle dégradation de la situation de la signature de la France. Oui, c'est à cause de l'euro, parce que l'euro est une monnaie surévaluée, est une monnaie procyclique, c'est-à-dire qu'elle est systématiquement trop chère pour les pays du Sud et trop bon marché pour les pays du Nord. Donc nous avons une situation où la France dégage des déficits commerciaux géants à un chômage considérable. De toute façon, ce sont des sujets vraiment techniques sur lesquels nous sommes là ici. Et malheureusement, je vous remercie de m'inviter, mais malheureusement, ces sujets de fond, ces sujets sérieux, ne sont jamais abordés sur les grandes chaînes de télévision françaises en ce moment. Voilà, c'est ça la vérité. Non, mais la difficulté, si vous voulez, c'est que l'Union européenne, c'est pas le paradis, d'accord? Le souverainisme, c'est pas plus le paradis. Vous savez, les deux ont des inconvénients. Moi, je passe mon temps, effectivement, à le démontrer. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes dans un monde de 8 milliards d'habitants, où on risque une guerre totale avec la Russie. Ça s'approche, doucement. La situation au Proche-Orient échappe à tout contrôle. L'Iran est un pays de plus en plus agressif, etc. Eh bien, je pense qu'à 67 millions,
eh bien, on est plus faible qu'à 450 millions, quels que soient effectivement les problèmes que l'Union européenne pose, et elle en pose. C'est toujours la même rhétorique, l'union fait la force. Non, l'union ne fait pas la force si vous mettez 27 pays qui ne sont d'accord sur rien. Ça fait l'immobilisme. Ils ne sont pas d'accord sur rien. Regardez, par exemple, sur la question de la guerre, je suis désolé, mais l'Union, on nous a dit pendant des décennies l'Europe c'est la paix. Non, l'Europe nous entraîne à la guerre directement. On voit d'ailleurs des commissaires européens comme M. Thierry Breton qui fait des coups d'État. Je n'ai jamais vu dans les traités européens que le commissaire chargé des affaires du marché unique soit habilité à coordonner la fabrication d'obus, à prendre par ailleurs des mesures liberticides comme le DSA. Je n'ai jamais vu ça dans les traités. Le Digital Services Act sur le numérique, alors justement, vous parliez de Thierry Breton, on va parler de sa chef, parce que l'un des enjeux de cette élection européenne, c'est la présidence de la Commission européenne. L'actuelle présidente Ursula von der Leyen, qui est donc tête de liste de la première force politique en Europe, le PPE, le Parti populaire européen, eh bien, elle paraît a priori bien partie pour rempiler, mais ça ne va pas être une partie de plaisir. Voici l'édito de Jean Quatremer. La reconduction d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission ne s'annonce pas comme un long fleuve tranquille. En effet, en acceptant d'être la tête de liste du PPE, le Parti populaire européen, elle a pris le risque de déplaire aux chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas de son bord politique. Emmanuel Macron l'a clairement dit le 22 mars dernier. Écoutons-le. Moi, je tiens beaucoup à ce que la Commission porte, c'est-à-dire qu'elle est dépositaire de l'intérêt général européen. Et ce faisant, elle doit s'élever tout à la fois au-dessus des partis et des pays. C'est ça son rôle dans le jeu. C'est pourtant le chef de l'État français qui a littéralement inventé en 2019 la ministre de la Défense d'Angela Merkel. Il a en effet proposé son nom afin de tuer la candidature d'un autre Allemand, Manfred Weber, la tête de liste du PPE. Il ne voulait pas en effet se voir imposer un nom par le bureau politique du PPE dont il ne reconnaît pas la légitimité, à juste titre. Or, cette fois, von der Leyen est la candidate du PPE, ce qui pourrait lui être fatal, d'autant que le programme du PPE heurte de front le programme de Renaissance, le parti du président. Les conservateurs veulent notamment en finir avec le pacte vert, principale réalisation de la commission sortante et dont Emmanuel Macron estime être le père. Surtout, Manfred Weber, devenu président du PPE, joue un jeu trouble. C'est lui qui a tordu le bras d'Ursula von der Leyen pour qu'elle soit tête de liste, en sachant que cela déplairait à la France. Pire, il a montré que les conservateurs n'étaient pas tous rangés derrière Ursula von der Leyen. Seule candidate, il aurait pu la faire élire par acclamation, mais il a préféré organiser un vote qui a montré qu'une bonne partie des délégués ne la soutenait pas. Autrement dit, une éventuelle désignation par le Conseil européen ne lui garantit pas une confirmation par le Parlement, d'autant que la droite populiste et eurosceptique devrait enregistrer une forte poussée. Rappelons qu'en 2019, elle n'avait obtenu que 9 voix de majorité. Or, en 5 ans, elle s'est fait de nombreux ennemis, son mode de gouvernance autoritaire et paranoïaque ayant indisposé beaucoup de monde. Merci, cher Jean. Un espoir est dans l'air. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec Jean Quatremer sur ce point, François Asselineau ? Je vais vous dire, cette analyse de Jean Quatremer, comme beaucoup de ses analyses, elle est juste. C'est-à-dire, oui, tout à fait. On arrête là. On arrête là. Elle est juste factuellement, sauf qu'il ne va jamais au bout. Parce que ce qui se cache en fait derrière le fait que Mme von der Leyen va être flinguée, c'est que nous avons des forces qui ont décidé de mettre à la place M. Mario Draghi. M. Mario Draghi qui, le 29 novembre dernier, vous savez qu'il a été vice-président de Goldman Sachs International, puis catapulté président de la BCE, puis catapulté sénateur à vie en Italie, puis président du Conseil italien sans jamais être passé par la case élection, et puis maintenant il est à la retraite, sauf qu'il a dit le 29 novembre dernier qu'il fallait que l'Union européenne devienne un État. Et je voudrais dire ici, alors vraiment c'est très important ce que je vais dire, c'est que si l'Union européenne devient un État, si M. Mario Draghi prend la tête de la Commission européenne, avec les Français ne sont pas du tout au courant de tout ce qui se passe, il se passera quoi ? Il y aura 2 conséquences immédiates. À l'ONU, on retire tous les chevalets des 27 États. La France perd son siège. Vous n'avez pas un siège à l'ONU pour la Californie, pour l'Arizona ou pour la Floride. Donc la France perdra son siège. Et vous aurez quoi au Conseil de sécurité ? Vous aurez les États-Unis d'Amérique, vous aurez la Russie, la République populaire de Chine, l'Union européenne
et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui, justement, sera sorti juste avant pour conserver son statut de grande puissance que la France aura immolé sur le principe de la François Asselineau, tête de liste UPR aux européennes. À votre avis, Jade, quelles sont les chances de François Asselineau de devenir député européen? Est-ce que le système français permet ça? Et est-ce que s'il était allemand, il pourrait devenir... Il aurait plus de chances, oui, en prenant la nationalité allemande et en se présentant en Allemagne. Parce qu'en fait, ce qu'on sait peu, c'est que pour l'élection européenne, ce n'est pas exactement les mêmes règles dans les différents pays. Et en France, il faut qu'un candidat fasse minimum 5%, ce qui n'est pas rien, pour avoir un siège de député. Alors que, par exemple, en Allemagne, il n'y a pas cette règle du seuil minimum de 5%. Donc vous avez un éparpillement des voix, parce que pour les élections européennes, comme pour d'autres d'ailleurs, il y a beaucoup de petits partis. Or, les petits candidats, du coup, en Allemagne, peuvent se faire élire et avoir un siège de député. Par exemple, ça gêne beaucoup l'AfD, donc l'extrême droite allemande, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux populistes d'extrême droite en Allemagne qui sont concurrents à l'AfD, qui essayent un peu comme de gratter la bête, on dit, et qui vont se faire élire, qui vont un peu diluer les voix. Alors qu'en France, ce qui est intéressant, c'est qu'à la précédente élection, il a été calculé que cette règle des 5% avait fait qu'environ 19% des suffrages n'avaient pas été, entre guillemets, comptabilisés parce qu'ils étaient allés vers des candidats qui ont fait moins de 5%. Et ce qui est intéressant, j'en finis là, c'est qu'en France, il se pourrait qu'il n'y ait pas de républicains, donc le parti de droite, qui soit élu parce qu'on n'est pas sûr qu'ils feront plus de 5%. Merci François Asselineau, président de l'UPR, candidat aux européennes, d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de La Faute à l'Europe. Merci Jade Grandin de l'Éprevier de l'Opinion. Merci Jean Quatremer de Libération. Cette émission a été produite par Alexandre Rougier et réalisée par Pascal Simard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Attention, 300e numéro avec un invité vedette.